Cette vidéo présente une introduction au cours CIV 8530, Fiabilité des structures et systèmes. Je me présente, James Goulet, je suis professeur au département des génies civils, géologiques et des mines à Polytechnique Montréal. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est tout d'abord une introduction, qu'est-ce que la fiabilité des structures et systèmes. Ensuite, on va couvrir les notions de risque, qu'est-ce que le risque, ça sert à quoi. Et finalement, on va venir couvrir et faire un survol de qu'est-ce qu'on va voir ensemble dans le cours en termes de matière. Donc, avant d'en arriver là, regardons de façon brève qu'est-ce que la fiabilité et qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc, par rapport à ça, ce qu'on va voir tout d'abord, quels sont les concepts de base associés à la fiabilité. Si vous avez déjà vu dans certains ouvrages ou par certains professeurs des concepts de fiabilité, mais quels sont les pièges qui peuvent être liés à ça? Et finalement, pourquoi la fiabilité? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Dans quel contexte on va se servir de ces notions? Donc, tout d'abord, on va regarder ensemble la terminologie associée au domaine de la fiabilité. Donc, tout d'abord, on parle d'une composante comme d'un élément considéré comme indivisible. Donc, on va parler, par exemple, comme ici, d'une certaine membrure. Okay? La membrure à l'intérieur d'un treillis. Ça serait une composante. Ensuite, un assemblage, ça va être quoi? Ça va être plusieurs composantes qui sont assemblées ensemble de façon à former un système. On voit par exemple ici un pont qui est composé de plusieurs membrures, donc plusieurs composantes, où la fiabilité du système dépend de la défaillance de une ou plusieurs de ces composantes. Ensuite, on peut avoir l'état de système. Donc, dans le contexte de la fiabilité, on aura toujours deux états possibles. Survie ou défaillance. Ensuite, donc, on va venir définir la défaillance comme l'état où le système ne remplit plus ses... Okay. Si on parle de la fiabilité, okay. Donc, la fiabilité, on va parler de probabilité de survie, c'est-à-dire la probabilité de mon événement survie ici, ou intrinsèquement, quand on parle de fiabilité, on va définir ça comme étant 1 moins PF, où PF, c'est ma probabilité de défaillance. Okay? Ça vient de la nomenclature anglaise, P pour probabilité et F pour failure. Donc la probabilité, c'est 1 moins, c'est-à-dire le complément de ma probabilité de défaillance. Donc, comme je vous le dis, PF, c'est ma probabilité de défaillance, ou le F, c'est fail. OK. Donc, regardons plus en détail, qu'est-ce que cette probabilité de défaillance? Donc, ici, on a une composante, une barre soumise à un effort de traction. Donc, ici, on a sur l'axe horizontal des kilonewtons de façon à représenter soit notre sollicitation, soit notre résistance. Donc, regardons ici, on est venu calculer la résistance de notre barre comme étant cette valeur-là, environ 19 kN. Donc, on a pu évaluer également quelle est notre sollicitation, ici, qui est d'environ 13 kN. Donc, a priori, lorsqu'on fait du génie civil, on ne va pas directement utiliser les valeurs nominales calculées de façon à déterminer si ma résistance est plus grande que ma sollicitation. Ce qu'on va venir faire, c'est utiliser des facteurs ou des coefficients de pondération de façon à faire phi R fois R, de façon à pondérer à la baisse notre résistance, et phi S fois S fois notre sollicitation, de façon à pondérer à la hausse notre sollicitation. Ça veut dire quoi? On utilise ces facteurs-là de façon à venir tenir compte des incertitudes qu'on peut avoir dans notre sollicitation, de façon à augmenter celle-ci, et dans notre résistance, de façon à diminuer celle-ci. Et à la fin, ce qu'on va se dire, c'est si ma sollicitation pondérée est plus petite que ma résistance pondérée, mais tout va bien, je suis dans mon domaine de survie. Au contraire, si, une fois pondérée, ma sollicitation pondérée est plus grande ou égale à ma résistance pondérée, eh bien, j'aurai défaillance. C'est ici une conception ou une analyse qui va être inacceptable. Donc ça, c'est ce qu'on fait habituellement lorsqu'on vient faire des calculs déterministes, notamment pour la conception de structure. Par contre, ce qu'il faut concevoir, c'est que la réalité est légèrement différente. Donc ça ici, cette approche avec des facteurs de pondération, c'est une approche qui est très simplifiée. La réalité, si on veut représenter de façon adéquate, si on veut représenter quantitativement de façon adéquate la résistance à la sollicitation, eh bien, je dois me rendre compte que la valeur que je calcule nominale de la résistance, en fait, c'est simplement une des valeurs possibles, qui est, en fait,
l'ensemble des valeurs possibles va être décrit par ce qui est représenté en bleu ici comme étant ce qu'on va appeler une densité de probabilité. Cette densité de probabilité vient exprimer quantitativement la plausibilité relative de chacune des valeurs possibles de résistance. Et ce qu'on voit, μr ici, comme étant la résistance moyenne pour ma pièce ici, ma composante, va être habituellement supérieure à la résistance nominale qui a été calculée. Pourquoi? Parce qu'habituellement, en génie civil, lorsqu'on va calculer des résistances, on vient faire une succession d'hypothèses conservatrices de façon à s'assurer qu'on ne sera jamais exposé à une hypothèse qui aurait pu être néfaste pour la résistance. Donc, c'est la même chose un peu pour la sollicitation. Habituellement, la sollicitation nominale qu'on calcule, ça va être la succession d'un paquet d'hypothèses simplificatrices qui fait que la sollicitation moyenne est souvent plus faible que la sollicitation nominale qu'on a calculée. Donc là, on a ici également maintenant, dans la ligne verte assurée, la densité de probabilité pour la sollicitation. Donc, ce que vous allez plus voir si on traite de fiabilité, c'est souvent quelque chose comme ceci. On voit l'intersection ici. Mais là, attention, ça c'est un piège. Donc, lorsque vous voyez ça représenter, cette intersection sur la courbe, c'est pas ça qui représente la probabilité des faits. Okay? Ça représente en fait rien du tout. Mais faites attention, parce que ça ici, c'est souvent utilisé dans les livres de génie civil de façon à représenter de façon qualitative la fiabilité d'un système, ce qui est pas le, ou d'une composante, ce qui n'est pas le cas du tout. Si on veut regarder la fiabilité d'une structure, on doit regarder ça dans le cas ici, dans un domaine bidimensionnel. Où ce qu'on va faire, sur un axe, on aura la résistance. J'avais ici ma densité de probabilité pour la résistance. J'ai ma sollicitation sur l'axe ici. J'ai ma densité de probabilité ici pour la sollicitation. Et on doit représenter non seulement la densité de probabilité marginale, c'est-à-dire pour chaque variable une à la fois, mais également ma densité de probabilité conjointe pour mes deux variables. Et ce qu'on a ici comme étant la ligne rose, c'est la frontière qui limite les valeurs pour lesquelles la sollicitation est égale à la résistance. On peut venir représenter ce qu'on a ici de la même façon ici. Donc, c'est le même axe, l'axe sollicitation, l'axe résistance. Donc, sollicitation, résistance. Ma ligne rose, c'est la ligne qui donne les valeurs égales, résistance égale sollicitation. Et ce qu'on voit ici comme étant les contours, c'est comme une carte topographique de ma densité de probabilité conjointe ici. Et donc, ce qu'il faut voir, le domaine qui est en rose ici, c'est tous les domaines pour lesquels la sollicitation est supérieure à la résistance. Donc, sollicitation de 20, résistance de 10, bien, effectivement, j'aurai une défaillance ici. Mais avant d'en arriver là, ne vous inquiétez pas, on ne va pas sauter d'étape ici. On va devoir voir tout d'abord une révision de la théorie de la probabilité. On va voir les lois de probabilité univariées de façon à venir définir chacune de ces lois de probabilité ici. Ensuite, on va venir voir comment à partir de ces lois de probabilité univariées, on peut bâtir des densités de probabilité multivariées. Et également en module 2, comment est-ce qu'on formule notre problème de fiabilité? Comment est-ce qu'on part de notre composante et on vient transformer ça en problème de fiabilité? Donc tout d'abord, pourquoi s'intéresse-t-on à la fiabilité? Donc la fiabilité va venir être une mesure de la capacité du système à remplir ses fonctions. Donc c'est-à-dire ces fonctions qui pourraient être la sécurité des usagers ainsi qu'une aptitude au service. Donc c'est pas toujours la fiabilité, on ne parle pas nécessairement de d'effondrement, ça va être par exemple, l'ouvrage va avoir une flèche excessive qui va prévenir son utilisation de façon correcte. Et ça ici, ce qui est important de noter également, c'est que la fiabilité, c'est remplir ses fonctions étant donné notre connaissance de celui-ci. Ça veut dire quoi? La fiabilité va être une réflexion de notre connaissance et non pas une propriété fondamentale du système. Et ça implique que si j'acquiers de nouvelles connaissances, je vais venir modifier ma compréhension, ma connaissance du système, et donc je vais venir modifier par le fait même la probabilité de défaillance. Puisque la probabilité de défaillance, ce n'est pas une propriété intrinsèque de ma structure. C'est vraiment une réflexion de ma connaissance de celle-ci qui peut venir évoluer au fur et à mesure où je reçois de nouvelles informations. Donc, la fiabilité d'un système va être utilisée de façon à déterminer si le risque encouru, soit au niveau de la société ou au niveau de l'individu, est acceptable. Et le risque ici va être de façon grossière défini comme étant le produit des probabilités fois les conséquences. Okay? Donc, ce n'est pas simplement la gravité de ce qui va arriver, ce n'est pas simplement la probabilité de l'occurrence, c'est la combinaison des deux. Donc, regardons un peu plus en détail la notion de risque, de façon à venir démontrer le lien entre la fiabilité et le risque,
Ensuite, comment est-ce qu'on va venir briser ce risque-là en risque individuel et risque de société, de façon à venir voir de façon générale quelle va être notre probabilité de défaillance cible pour les ouvrages du génie civil. Donc, lorsqu'on parle de risque, on peut avoir une certaine gradation. Donc, au bas de l'échelle, ici, on va avoir un risque qui est négligeable. Un risque qui n'est pas nécessaire de réduire davantage. Okay, par exemple, on a des cadres de porte avec un certain surélèvement à la maison. Ben, il y a un risque de s'enfarger et de se blesser, mais ce risque-là est négligeable. Le risque qu'il y ait des blessures corporelles qui s'en suivent est suffisamment faible de façon qu'on n'est pas sans souci. De l'autre côté, on va avoir un risque qui est tolérable. On sait, par exemple, on se déplace tous en voiture, ou même en vélo, et il y a des accidents mortels de vélo, il y a des accidents mortels de voiture. Okay? Mais à niveau de société, notre niveau d'infrastructure qu'on a fait que le coût d'une réduction supplémentaire des décès en vélo ou en voiture est disproportionné par rapport au nombre de morts. Donc, on est comme dans une situation stationnaire où on accepte de vivre avec un certain risque parce que le coût de mitiguer ce risque-là, de venir diminuer notre taux d'accident, est disproportionné par rapport au risque en cours. Et finalement, on va avoir un risque acceptable, par exemple, la rupture d'un barrage qui viendrait inonder des immenses régions, potentiellement causer des dizaines, voire des centaines de morts, mais ça ne peut pas être justifié qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Okay? Donc voilà la gradation qu'on pourrait définir pour les risques. Et autre caractérisation qu'on doit ajouter, c'est le risque qui est d'un point de vue individuel et d'un point de vue sociétal. Le risque individuel, ce qu'on va venir définir, c'est la référence va être la probabilité annuelle de décès ou de blessure accidentelle. En termes de société, la référence va être le nombre moyen de décès annuels attendus. Donc, pour ce qui est du risque individuel, un des facteurs qui influence grandement ce risque-là, ou du moins la perception du risque, va être la part de décision que l'utilisateur a dans l'exposition au risque. Donc, dans quelle proportion est-ce que ce risque-là est pris de façon volontaire ou involontaire? Donc, ce qu'on a ici, si on parle du risque individuel par année, qui est défini comme étant notre indice bêta, qui est sur l'axe horizontal ici, fois 10 moins 4 par année. Donc, ça ici, c'est ce qu'on va appeler l'exemple de limite de risque individuel acceptable, qui est la ligne en bleu ici. Donc, on voit que si on fait une activité comme étant de l'escalade, donc un bêta de 100, donc on va se retrouver ici à un peu moins de 10 moins 3 par année comme étant notre risque individuel par an. Donc, versus la moto, versus par exemple transport en voiture, versus être placé par la foule. Donc, tout ce qui est en bas de la ligne ici sont des risques qui sont acceptables. Tout ce qui est au-dessus de la ligne sont des risques qui sont inacceptables. Donc, dans le cas ici, on peut bien s'imaginer que quelqu'un qui va faire de l'escalade va le faire de façon volontaire. C'est un passe-temps, c'est un hobby. Donc, on est prêt à s'exposer à un risque qui est beaucoup plus élevé que le transport par voiture, qui est ici une décision qui est beaucoup moins volontaire parce que de façon à se déplacer, par exemple, entre le travail et la maison, mais on peut avoir à faire soit un transport par voiture ou un transport par vélo. Versus transport par moto, très souvent, les gens se déplacent par moto. En fait, le choix de se déplacer à moto est, dans la majorité des cas, complètement volontaire. Okay? On peut soit se déplacer par moto, mais on aurait pu se déplacer également par voiture. Donc ici, comme il y a une plus grande part de décision, on peut accepter de s'exposer à un risque qui est plus grand. Et bon, au contraire, ici, être frappé par la foudre, si on ne sort pas par un temps d'éclair avec un paratonnerre, donc si on fait juste marcher dans la rue, mais c'est absolument inacceptable d'être frappé par la foudre, donc notre risque individuel acceptable est beaucoup plus faible. Donc, ici, important de noter, on a un indice d'activité bêta, mais on va avoir aussi une lettre grecque bêta de façon à venir exprimer notre indice de fiabilité dans le contexte de la fiabilité des structures. Et ce bêta pour l'indice d'acceptabilité n'est pas la même chose que notre bêta pour l'indice de fiabilité. C'est simplement quelque chose à garder en tête. OK, maintenant si on regarde qu'est-ce qui est acceptable au niveau de société, donc exemple d'acceptabilité du risque pour un événement touchant la société. Donc on a par exemple ici la probabilité d'occurrence par année de 10-4 à 10-11 qui peut être exprimée pour soit des décès, des surfaces polluées par une catastrophe environnementale ou ça pourrait être par une valeur monétaire pour des dégâts matériels.
Donc, dans la partie jaune ici, c'est un événement qui est acceptable au niveau de la société parce que le coût de remédiation dépasse les conséquences possibles. Okay? Ensuite, la partie qui est en verte ici va être un risque acceptable parce que les probabilités d'occurrence sont suffisamment faibles. La partie en bleu, ça va être un risque qui est inacceptable. Et la partie ici en turquoise va être un risque pour lequel on doit faire une évaluation plus poussée. Et ici, de façon à venir mettre de façon quantitative une intuition sur ces chiffres-là. Donc, ça représente quoi? C'est par exemple un 10-6. Donc, imaginons, il y a une loterie ici qui est le 649 qui se joue chaque 2 semaines. Donc, ça veut dire que si je joue à tous les tirages possibles dans une année, j'ai 26 tirages, 26 semaines avec un tirage par an, et j'ai une chance sur 14 millions par tirage de gagner. Donc, ce qui me donne ici environ 2 fois 10 moins 6. Si je joue à chaque semaine pendant une année, j'ai 2 fois 10 moins 6 chances de gagner. Donc, ici, on voit que ce 2 fois 10 moins 6 qui nous place environ ici, c'est déjà un événement qui est extrêmement rare. Donc, pour se retrouver dans la partie verte ici où le risque est acceptable, on parle d'événements qui, oui, sont catastrophiques, mais qui arrivent avec une fréquence qui est extrêmement faible. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le risque est acceptable. Donc, dans le contexte du génie des structures, quelles sont les valeurs cibles pour la fiabilité de structure? Donc, la probabilité de défaillance type pour l'évaluation d'un pont, donc par exemple par la norme canadienne, pour les ponts qui vont être soumis à des inspections régulières et qui auront une défaillance qui est ductile, donc on donne des signes avant-coureurs, la probabilité de défaillance cible va être de 2,310-4 par année. Et ça, ce qu'on note, c'est que de façon empirique, le taux de décès qui a été recensé dans la littérature, qui est lié aux effondrements, c'est environ 10-7 par année. OK? Donc maintenant qu'on a fait cette introduction des concepts de la fiabilité, des concepts de risque, regardons maintenant quelles sont les étapes au travers lesquelles on va passer de façon à avoir une compréhension en profondeur des concepts de fiabilité à la fois pour les composantes et pour les systèmes. Donc, il y a 5 parties qu'on va couvrir. Tout d'abord, une revue de la théorie de la probabilité. Donc, on va vraiment revoir pas à pas chacun des concepts théoriques clés sur lesquels on va bâtir ce semestre. Donc, si vous n'êtes pas à jour au niveau de la probabilité, on va venir revoir ces concepts-là ensemble. Ensuite, on va voir les concepts fondamentaux liés à la fiabilité des structures et systèmes. Comment est-ce qu'on passe de composantes à une formulation de fiabilité. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut estimer notre probabilité de défaillance par des méthodes d'échantillonnage. Comment est-ce qu'on peut estimer notre probabilité de défaillance à partir de méthodes analytiques. Et finalement, on va venir se bâtir une boîte à outils de façon à venir utiliser ces résultats. Une fois que j'ai ma probabilité de défaillance, qu'est-ce que je fais avec? Okay? On va voir comment est-ce qu'on peut aller extraire des informations de nos analyses et également comment est-ce qu'on peut venir prendre des décisions à partir de ça. On va venir briser pas à pas chacun de ces modules-là de façon à vous donner une introduction sur qu'est-ce qu'on va voir ensemble, comment est-ce qu'on va utiliser notre temps. Donc la première chose à noter, c'est que ce cours-là va probablement vous sortir de votre zone de confort. Mais si vous restez avec moi tout le semestre, si vous prenez le temps de bien écouter les vidéos, de lire les références et de faire les exercices, mais vous allez voir que vous allez pouvoir agrandir votre champ de compétences et appliquer ça à plusieurs situations, de venir utiliser votre capacité d'ingénieur de façon à prendre des décisions dans des situations incertaines qui sont appuyées sur des bases solides. Okay? Donc, on va voir ça pas à pas. Okay? Je vais faire l'hypothèse que vous n'avez rien d'autre qu'un cours d'introduction en probabilité et statistique il y a probablement déjà plusieurs années. Donc, on va revoir chacune des étapes clés dont vous avez besoin ensemble. Donc, première chose, on va faire un rappel des théories de la probabilité des ensembles, de façon à venir faire une mise à niveau en termes des connaissances liées à qu'est-ce qu'un événement, qu'est-ce qu'un ensemble, de façon à venir introduire les concepts de variables aléatoires et de densité de probabilité, des notions d'espérance mathématique, théorème de Bayes de façon à venir voir les probabilités conditionnelles, et finalement les fonctions de variables aléatoires. Tous des concepts de base liés à la théorie de la probabilité qu'on va venir revoir ensemble et s'assurer à ce que tout le monde parte du même pied. Ensuite, une fois qu'on aura vu une revue de la théorie de la probabilité, on va venir définir des lois de probabilité, ce qui va venir définir la plausibilité relative de différentes valeurs, soit pour définir notre sollicitation ou notre résistance.
Et cette loi de probabilité-là va être décrite par ce qu'on va appeler une densité de probabilité, de l'anglais Probability Density Function, PDO. Et ça, c'est décrit justement la plausibilité relative de différentes valeurs possibles pour un phénomène physique. On va avoir plusieurs d'entre elles. La loi normale, log normal, gamma, Gumbel, bêta. Voilà ici un exemple de la loi log normale, soit pour les densités de probabilité marginales, prises pour une variable à la fois, ou densité de probabilité conjointe pour plusieurs variables à la fois. Ensuite, dans le module 2, ce qu'on va venir faire, il faut qu'on ajoute certains concepts de base. Comment est-ce qu'on peut formuler nos problèmes de fiabilité? Donc, je pars de ma barre soumise à un effort d'abstraction. Comment je transforme ça en problème de fiabilité? Et là, il y a deux façons de faire ça. Tout d'abord, le cas spécial. Comme on l'a vu, on va simplement exprimer deux variables. La sollicitation appliquée sur ma barre et la résistance. Donc ça, on va voir, c'est un cas qui est assez limité. Et on peut venir dépasser ça en prenant ça comme un cas général, comme étant une fonction d'état limite. Une fonction qui va venir exprimer la survie ou la défaillance de notre composant. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'estimation de la fiabilité, de façon générale, ça se résume toujours comme étant une intégrale à plusieurs dimensions. On va faire l'intégrale sur notre densité de probabilité qui exprime la répartition des valeurs possibles pour chacune des variables qui sont impliquées dans notre problème. Et on va venir intégrer sur la densité de probabilité pour le domaine qui tombe dans les valeurs de ces variables-là qui sont situées dans notre domaine de défaillance. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que même si c'est une intégrale en plusieurs dimensions, on ne va jamais faire de la résolution de l'intégrale manuellement. Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, il n'existait pas de solution analytique à ces intégrales. Donc, les méthodes de calcul de fiabilité des composantes ou des systèmes vont se retrouver à être, justement, des méthodes de façon à faire des intégrales en très grand nombre de dimensions. Donc, avant de tomber dans ces méthodes de calcul, il va falloir qu'on voit aussi comment est-ce qu'on peut partir des densités de probabilité univariées qu'on aura vu dans le module 1, de façon à venir voir ou venir bâtir des densités de probabilité multivariées. Donc, comment est-ce qu'on peut bâtir des densités de probabilité conjointes à partir de densités de probabilité marginales. Donc, par rapport à ça, on va voir deux façons de faire ça, soit la loi de Morgenstern et la loi de Natta. C'est-à-dire, à partir de densités de probabilité marginales en rouge ici, comment est-ce qu'on peut venir bâtir une densité de probabilité conjointe qui vient représenter la plausibilité relative de plusieurs événements de façon consécutive. Ensuite, on va venir voir notre première méthode de calcul de probabilité de défaillance, qui est la méthode Monte Carlo. Donc, je vous le disais plus tôt, la fiabilité, c'est quoi? C'est une intégrale en grand nombre de dimensions. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir la méthode d'intégration Monte Carlo, qui est une méthode d'échantillonnage qui nous permet de calculer le résultat d'une intégrale. On va voir comment est-ce qu'on peut appliquer ça à la fiabilité et quelles sont les limitations de cette méthode-là. Et à la fin, c'est la façon dont on peut voir cette méthode Monte Carlo, c'est un peu comme un bulldozer. Okay, pourquoi? C'est une méthode qui peut être relativement lente, mais qui passe partout. Okay, qui est souvent utilisée comme référence de façon à vérifier les calculs, mais qui n'est pas efficace parce qu'il est très très long. Okay? Ça va être notre première méthode qu'on va prendre de façon à approcher le concept de calcul de probabilité de défaillance. Ensuite, on va voir certaines méthodes analytiques, okay? Soit MC FOSM et FOSM. Donc, encore une fois, ces méthodes-là sont des méthodes, cette fois-ci, analytiques, de façon à venir calculer le résultat d'une intégrale en plusieurs dimensions. Donc, ce qu'on va venir faire, on va faire une certaine transformation de notre problème dans un espace qu'on appelle normal centré réduit, pour lesquels on va venir calculer la partie qui est du côté gauche de cette ligne turquoise, où on va venir calculer ce résultat-là de cette intégrale de façon analytique. Ou MCM/SM, de l'anglais Mean Centered First Order Second Moment, ou simplement First Order Second Moment, qui se traduit en français à approximation du premier ordre avec les moments du second ordre. Donc ça ici, c'est une des premières méthodes analytiques de fiabilité qui a été introduite. Donc on peut voir ça comme une vieille auto de course. Okay? C'est pas la méthode qui est aujourd'hui l'état de l'art, c'est pas une méthode qui est à jour, mais c'est une méthode qui est quand même très rapide, comparativement à ce qu'on avait avant avec Monte Carlo. Donc, c'est une méthode ici qui est importante de façon à venir comprendre les nouvelles méthodes qui sont à jour et qui bâtissent sur les fondements qui sont ici dans MCFOSM ou FOSM. Et ce qu'il faut voir, une hypothèse fondamentale dans ces méthodes-là, c'est qu'on assume qu'on connaît que les moyennes et variances des variables aléatoires. On ne fait pas d'hypothèse, ou on fait des hypothèses très simplifiées
quant aux distributions des densités de probabilité. On va voir en contexte du cours pourquoi ça c'est important. Ensuite, méthode qui est à la fois rapide et qui est l'état-de-l'art, ça va être notre form, First Order Reliability Method. Donc, mon estimation de la fiabilité, c'est l'intégrale en plusieurs dimensions, et c'est ce que cette méthode-là vient faire. C'est-à-dire, vient faire l'intégrale sur une région ici qui est définie par un plan, qui va venir faire mon approximation du premier ordre, utilisant la distribution conjointe des variables aléatoires. Donc, avant, ce qu'on avait, c'est qu'on définissait notre densité de probabilité conjointe simplement par les moyennes, les covariances. Maintenant, on peut venir définir des densités de probabilité conjointes complètes. Okay? Ça va grandement améliorer la représentativité de notre problème. Ensuite, dans le module 7, on va faire des analyses de fiabilité. Donc, par exemple, on va venir définir quelle va être l'importance relative de chacune des variables aléatoires que j'ai dans mon problème pour le calcul de ma probabilité de défaillance. Ensuite, si on a certaines variables aléatoires qui sont elles-mêmes décrites par des paramètres au travers de la densité de probabilité, on va venir définir quelle est l'importance relative de chacun de ces paramètres-là dans mon calcul de fiabilité. Donc, à la fin, ce qu'on va voir, c'est que lorsqu'on fait notre calcul, soit de form ou MCFOSM, ou FOSM, on peut intrinsèquement venir obtenir ces analyses de sensibilité. Okay? Donc, on va voir qu'un sous-produit de notre analyse, notamment notre analyse form, nous permet d'avoir une analyse de sensibilité de façon à venir mieux interpréter les résultats, à savoir sur quel facteur je devrais agir si je veux augmenter, ou plutôt si je veux diminuer ma probabilité de défaillance. Donc, méthode qu'on va voir ensuite, ça va être la méthode SORM. Donc, on a vu FORM qui est First Order Reliability Method, qui est une méthode analytique pour calculer l'intégration. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est une méthode analytique, mais qui va être Second Order. First Order, ça veut dire qu'on avait une frontière ici qui était linéaire, de façon à délimiter le domaine de défaillance et le domaine de survie. Avec SORM, ça va être une méthode pour laquelle la frontière va être du deuxième ordre, c'est-à-dire quadratique. Okay? C'est la même chose qu'on avait avant, c'est une méthode qui est plus précise que ce qu'on avait avec Form, avec un coût de calcul qui est souvent négligeant. Donc, tout ce qu'on aura vu avant le module 9, ça va s'appliquer pour des probabilités de défaillance pour des composants, okay? des éléments pris de façon individuelle. Ce qu'on va voir au module 9, c'est comment est-ce qu'on peut venir enrichir ça de façon à venir évaluer la fiabilité pour, cette fois-ci, des assemblages de composants, c'est-à-dire des systèmes. Comment est-ce qu'on peut formuler les problèmes de fiabilité des systèmes et comment est-ce qu'on peut estimer des probabilités de défaillance système. Donc, voir la formulation mathématique de ça, comment est-ce qu'on peut venir étendre des méthodes d'analytique form et comment est-ce qu'on peut venir utiliser des méthodes numériques telles que Monte Carlo. Donc, par exemple, si on a une image, on a plusieurs poutres qui sont les unes à côté des autres. Comment est-ce qu'on peut venir définir la probabilité de défaillance système où la défaillance de ma travée va venir impliquer la défaillance de une ou plusieurs poutres. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce que si j'ai des incertitudes sur, par exemple, la moyenne de ma sollicitation et l'incertitude de ma sollicitation, donc je ne connais pas exactement les paramètres qui définissent ma densité de probabilité pour décrire la sollicitation. Donc, comment est-ce que je peux décrire cette probabilité de défaillance conditionnelle sur les paramètres? Et ensuite, de façon à étudier comment se répercute l'incertitude des paramètres sur ma probabilité de défaillance. Est-ce qu'on va venir étudier ça de façon à venir voir comment est-ce que je peux réduire ces incertitudes-là à partir d'observations empiriques? Comment est-ce que, si je viens prendre des mesures sur le terrain, je peux venir réduire l'incertitude dans mon problème et donc, éventuellement, modifier ma probabilité de défaillance? Comme on le voyait au départ, la probabilité de défaillance, ce n'est pas une probabilité intrinsèque. Donc, c'est-à-dire, en venant chercher des données, je peux venir modifier cette probabilité-là et donc, éventuellement, essayer de diminuer ma probabilité de défaillance par une amélioration de ma connaissance du système. Donc, comment est-ce qu'on peut réduire l'incertitude à partir de mesures? Donc, on va d'abord voir quelles sont les sources et types d'incertitudes qui ne sont pas les mêmes en phase de conception ou en phase d'analyse, c'est-à-dire avant que ma structure soit construite ou après que celle-ci soit construite. Il y a plusieurs types de mesures directes ou indirectes, plusieurs types d'observations. Et ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on peut assembler tout ça à travers la théorie de l'estimation bayésienne. Donc, on va recouvrir les concepts fondamentaux de l'estimation bayésienne en introduction dans le prochain module. OK, au module 12, on va voir les techniques d'échantillonnage avancées. Donc, comment est-ce qu'on peut estimer numériquement PF en utilisant un minimum de ressources de calcul. Donc, on va voir, par exemple, ce qu'on avait vu avant, l'échantillonnage Monte Carlo. Donc, avec Monte Carlo,
ce qu'on a, c'est qu'on a une méthode qui passe partout, mais qui est relativement lente, versus ce qu'on va avoir ici, quelque chose qui est beaucoup plus rapide, ok, qui n'est pas aussi général, mais qui peut nous permettre d'avoir une utilisation qui est pratique, qui est beaucoup plus efficace. Okay? Donc, qui est beaucoup plus appliquée pour les situations réelles. Ensuite, ce qu'on veut voir, c'est comment est-ce que ce qu'on calcule ici, notre probabilité de défaillance, peut être utilisée de façon à prendre des décisions qui sont pilotées, justement, par notre analyse de fiabilité. Donc, ce qu'on veut ici, c'est avoir une probabilité de défaillance pour notre ouvrage qui va être plus grand ou égal à notre probabilité de défaillance admissible. Donc, dans le cas où notre probabilité de défaillance est plus petite, en fait, on va avoir une probabilité de défaillance qui est plus petite que la probabilité admissible, mais qu'est-ce qui arrive si cette probabilité de défaillance-là est plus grande que la valeur admissible? On a deux décisions, soit remplacer ou attendre. Et cette décision-là doit être basée sur les risques. Comme je vous disais, les probabilités fois les conséquences. Les conséquences ici se chiffrent en valeur monétaire. Et ce qu'on va voir dans le module 13, c'est que cette décision quantitative-là peut être exprimée en termes de la théorie de l'utilité. Ou ce qu'on va venir faire, c'est calculer l'espérance mathématique de la valeur financière d'attente versus la valeur financière pour remplacer. La valeur financière d'attente, c'est la probabilité de défaillance fois mon coût de défaillance. Parce que si j'attends rien, mais éventuellement, il pourrait y avoir une défaillance du système. Au contraire, si je remplace, mais c'est quelque chose de déterminé, je sais le coût que je vais avoir à payer. Donc ici, ce que je vous fais là, c'est une analyse qui est sursimplifiée. Pourquoi? Parce que tout d'abord, mais 1$ aujourd'hui ne représente pas 1$ dans le temps, on va avoir une actualisation des coûts. Et également, on va voir que le gain de 1$ n'aura pas la même utilité si on a 1$ ou si on a 1 million de dollars. Donc on va avoir intégré par rapport à ça un concept qu'on appelle l'aversion au risque. Ensuite, module 14, ce qu'on va voir, c'est que lorsqu'on fait des analyses structurales, il va y avoir des modèles qui sont relativement complexes, où l'évaluation de chaque modèle peut nous prendre, c'est des fois plus d'une heure. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Parce que ce qu'on va voir, c'est que, à la fois pour les méthodes numériques et les méthodes analytiques, on va avoir besoin d'évaluer les modèles à plusieurs reprises. Ou, ce qu'on va voir comme étant un métamodèle, ça va être un modèle numérique de notre modèle, mais qui, celui-ci, est beaucoup plus rapide à être évalué. Donc, ne vous emballez pas trop rapidement. On ne va pas traiter des cas aussi complexes que ça dans le contexte du cours. On va se limiter à des cas simples, de façon que vous compreniez en profondeur des concepts de base sur soit des composantes, soit des assemblages de composantes. Donc, ça vient résumer ce qu'on va voir ensemble au cours de la matière, où on va venir vraiment couvrir ces 5 modules-là. Révision fondamentale des théories de la probabilité. Comment est-ce qu'on formule un problème de fiabilité? Estimation de notre probabilité de défaillance, qui est notre intégrale en large dimension de façon numérique, de façon analytique, ou notre boîte à outils, de façon à venir interpréter ces probabilités de défaillance et prendre des décisions qui sont appuyées sur des fondements solides, de façon à venir tenir compte de l'incertitude qu'on a dans chacune des parties de notre problème.